Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Il y a 2 mois, l'IRES, l'Institut royal des études stratégiques, a publié une étude sur la pérennisation de la classe moyenne dans le monde rural, un travail de fond mené par une équipe d'experts et coordonné par l'Albé Zegdouni, agroéconomiste ruraliste, ex-enseignant-chercheur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat. Dans cette étude, il ressort entre autres qu'au Maroc, le développement rural demeure limité, bien que d'importance démographique, économique et sociale incontestable, les campagnes marocaines pâtissent encore d'un faible niveau de développement humain et d'employabilité de leur population, de la persistance d'inégalités socio-économiques et de genre et d'une faiblesse d'accès aux infrastructures et services de base, d'une précarité et d'une marginalisation accentuée touchant particulièrement les populations les plus vulnérables. Comment favoriser l'émergence d'une classe moyenne agricole dans un contexte marqué par un stress hydrique de plus en plus préoccupant? Quel état des lieux peut-on dresser de notre population rurale et quel rôle peut-elle jouer dans la cohésion sociale et économique de notre pays? Pour répondre à ces questions et à d'autres encore et revenir sur les principaux conseils et recommandations du rapport de l'IRES, mais aussi sur le stress hydrique et sur la situation qui risque de s'aggraver dans les prochaines années, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Youssef Garaoui Filali, président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Monsieur Garaoui Filali, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, madame. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Il y a cette étude de l'IRES, on peut dire qu'elle est d'actualité parce que ça fait 2 mois qu'elle a été publiée, mais c'est l'occasion de parler du monde rural et de dresser un petit peu un état des lieux, un bilan de la situation de la population dans le monde rural et des principales mutations avec ces 30 années de sécheresse qui se sont succédées. Comment le monde rural et les populations ont changé, la stratification de la société a changé dans le monde rural? Effectivement, depuis environ 3 décennies, oui, le monde rural il subit des sécheresses, des périodes où il y avait de très faibles précipitations. Et tout cela, il avait engendré en quelque sorte des vagues d'exode rural, où les gens ils s'installaient en ville, puis à un certain moment, les gens essayaient de regagner leurs terres agricoles en milieu rural, et il y avait d'autres sécheresses qui ont suivi. Donc sur les 30 dernières années, le monde rural il a subi des mutations, des transformations aussi sociales. À l'époque, effectivement, jadis, il y a 25 ou 30 ans, on parlait en quelque sorte de classe sous-moyenne qui émergeait dans le milieu rural et qui soutenait toute la croissance économique, et que le commerce, les activités qui étaient en ville étaient générées par ces gens-là qui venaient du milieu rural et qui dépensaient au niveau des villes. Aujourd'hui, tout cela il a changé, malheureusement. Donc le monde rural il est en pauvreté, il est en précarité. Nous n'avons plus de classe sous-moyenne au monde rural ces 2 dernières années, 2 années très difficiles en termes de sécheresse, en termes de recul des précipitations, en termes de baisse du PIB agricole. Tout cela, bien évidemment, il impacte le côté social du milieu rural, parce que quand on voit, par exemple, même le chômage dans le milieu rural, il a grimpé, il est passé de 5,2 à 6,3%, et c'est un chômage qui n'est défini que sur une population active occupée. Donc, c'est les gens qui sont en quête de travail et qui sont en chômage. Et donc, cette situation, bien évidemment, elle interpelle toute la politique gouvernementale en la matière pour voir comment peut-on véritablement soutenir la population rurale. Il y a quelque chose d'important, c'est que la nature de la société du monde rural a changé, parce qu'auparavant, il y avait les grands agriculteurs ou exploitants, mais qui vivaient dans la campagne. Et puis, il y avait les petits agriculteurs, les agriculteurs moyens. Maintenant, avec l'émergence des agriculteurs, pas des agriculteurs, ce sont des investisseurs exportateurs. C'est des gens qui ne font pas partie du monde rural quasiment, c'est des citadins, mais qui sont des exportateurs. Et puis, il y a le monde rural avec les petits agriculteurs ou éleveurs qui arrivent à peine à joindre les 2 bouts. Et cette succession d'années de sécheresse a impacté, comme vous l'avez bien dit, le monde rural, mais elle a aussi impacté le monde urbain qu'elle a ruralisé, et avec les hordes de chômeurs aussi. Donc le monde rural, il faut le protéger parce que c'est une menace pour l'équilibre aussi du milieu urbain. Absolument. Et durant les 20 dernières années, on était devant un paradoxe.
d'un côté de grands agriculteurs qui étaient installés en ferme. Essentiellement, c'est des citadins, c'est des gens qui sont en habitat principal en ville, en habitat secondaire en agriculture pour des raisons purement économiques et commerciales. Et ils font de l'industrie du commerce d'agriculture, que ce soit les primeurs, les légumes, les fruits, etc. Et en parallèle, il y avait les petits agriculteurs qui se livraient à eux-mêmes avec un faible accompagnement, pratiquement pas de financement. Donc les petits agriculteurs qui ont pu avoir des financements, c'est ceux qui arrivent bien évidemment à donner quelques garanties. Il y avait un grand taux d'endettement. Exactement. Les programmes qui ont suivi n'ont pas été adressés directement aux petits agriculteurs pour faire émerger une nouvelle génération d'agriculteurs, et c'était toujours les moyens grands agriculteurs qui bénéficiaient des financements. Le plan Maroc vert, éventuellement, il était là pour encourager les moyens et les grands agriculteurs, pour encourager l'exportation agricole, mais in fine, jusqu'à présent, nous n'avons pas de modèle économique spécifique aux petits agriculteurs et en l'occurrence aux petites, très petites industrie en agriculture. Pourtant, ce n'est pas les programmes qui manquent, parce qu'on a vu beaucoup de politiques publiques à destination du monde rural ces dernières années, beaucoup de programmes, mais qui visiblement n'ont pas été une réussite, parce qu'on voit que la situation se dégrade. Qu'est-ce qui manquait à ces programmes? Alors effectivement, parce qu'à chaque fois qu'on vient au monde des programmes, c'est des programmes qui ne sont pas homogènes, c'est des programmes qui ne représentent pas une chaîne, et c'est des programmes qui n'ont pas de visibilité et qui n'ont pas d'évaluation a posteriori. C'est toujours les mêmes problèmes. On vient, on identifie des gens de la population, on leur donne des financements, mais il n'y a pas de suivi. Le petit agriculteur aujourd'hui, c'est vrai, il a besoin de financement pour améliorer la productivité technique du terrain, avec des techniques d'irrigation locale, avec un petit peu de technologie, avec du matériel, l'acquisition de tracteurs. Effectivement, il a besoin de fonds pour pouvoir financer la production de la terre, mais au-delà de ça, il a besoin d'écouler sur le marché. Il faut l'intégrer dans les chaînes de valeur à l'international. Il doit aussi faire de l'export. Il doit conquérir les marchés nationaux, il doit livrer ses produits et marchandises, mais devant les moyens grands agriculteurs, il ne trouve pas sa place. Il est marginalisé, il doit baisser les prix. Des fois, il produit certains légumes qui deviennent périssables à un certain temps. Il est obligé de changer de culture. Et donc, c'est des problématiques qui ne permettent pas aux petits, aux très petits agriculteurs d'émerger et bien évidemment de devenir de petits, moyens agriculteurs et de créer des entreprises agricoles en la matière. Et il y a le problème du travail non rémunéré qui est nettement supérieur au milieu rural qu'au milieu urbain, parce que c'est la nature de l'activité agricole, donc c'est la famille. Absolument, c'est une activité qui est très dense, c'est une activité où il y a du formel, c'est du non réglementé. Il faut qu'on ose dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est aussi une activité qui est soumise au ciel. Donc avec les pluviométries, les précipitations, le changement climatique. Maintenant, ça s'est aggravé parce qu'on constate qu'il y a un mélange de saisons. Donc les cultures ne se font plus à la même périodicité. À l'instant T, on n'a plus les mêmes précipitations. Tout cela interpelle toute la politique agricole de l'État et interpelle le pouvoir exécutif à mener des actions d'urgence et qui sont concrètes et qui sont liées bien évidemment au stress hydrique. Absolument. On abordera après. Oui, le stress hydrique, justement, aujourd'hui, le Maroc, il est classé dans la catégorie de stress hydrique élevé, mais il peut facilement basculer vers le niveau de stress hydrique grave, très élevé. On a vu dernièrement des campagnes de sensibilisation, il y a eu des coupures d'eau, une rationalisation, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit pour les bains publics ou les autres bains, que ce soit il y a des régions entières où il y a des coupures fréquentes et les choses risquent de s'aggraver. Que dit le rapport de la Banque mondiale ? C'est pas rassurant. Le rapport de la Banque mondiale est très alarmant, surtout pour le cas du Maroc. Vous savez, madame, le stress hydrique au Maroc aujourd'hui, on est dans une situation très, très critique, ne serait-ce que pour vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, les eaux souterraines, ils dépassent les eaux qui sont en quelque sorte mobilisées au niveau des bassins à travers les barrages. C'est très grave, c'est une première au Maroc. On est à quelque chose aux alentours de 3 milliards de mètres cubes qui est mobilisable aujourd'hui sur les surfaces.
Les eaux souterraines, on est à 3,4. La nappe phréatique, et ça c'est du jamais vu, c'est la première fois. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Encore plus grave que ça, la moyenne mondiale de consommation des eaux au niveau de l'activité agricole, de l'industrie de l'agriculture, elle est à 70%. Au Maroc, on parle de quelque chose aux alentours de 89%. Ah oui, ça veut dire qu'il y a du gaspillage. Au-dessus. Et déjà, 70%, c'est une moyenne élevée. Alors, ces taux, ces indicateurs montrent une réalité, c'est qu'on est sur une non-économie de l'eau, on est sur du gaspillage, il n'y a pas de rationalisation, et on continue à le faire malgré qu'on est sur une situation de stress hydrique qui est très alarmante. Les taux de remplissage des barrages, les 6 derniers mois, ils ne dépassent plus les 25%. Et il y en a qui sont quasiment à sec. On dit 1% pour ne pas dire à sec. Tout à fait. Ce qu'il y a, c'est de la vase, quoi. Exactement. Ce qu'il y a, c'est de l'eau un petit peu qui est mélangée avec oui. Voilà, c'est de l'eau salée qui est mélangée avec du sable. Donc vraiment, la situation elle est très, très inquiétante. Et malheureusement, à date d'aujourd'hui, je ne vois pas de mesures concrètes pour, en quelque sorte, renverser la donne. Justement, je voulais vous poser une question sur les mesures. Maintenant, en entendant les discours des départements, des responsables des départements concernés, beaucoup de discours, il y a des campagnes de sensibilisation, mais est-ce qu'il y a quelque chose de concret qui est fait pour changer la donne radicale, sachant que les moyens sont ce qu'ils sont, la demande est de loin supérieure aux ressources disponibles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, donc si on voit déjà la partie pleine du verre, il y a 2 grandes mesures majeures qui ont été heureusement mises en place. La première, c'est l'interconnexion entre bassins. Oui. Ça a permis d'offrir l'eau aux populations, aux villes, aux métropoles concernées. Deuxième mesure, le lancement des projets d'investissement qui sont liés aux opérations de dessalement d'eau de mer. Qui coûtent très cher en énergie. Ça coûte très cher en énergie, ça prend plus de temps. Et on est obligé de le faire parce qu'in fine, il n'y a pas d'autre solution. Mais en parallèle, aujourd'hui, il y a toujours du gaspillage. Alors déjà, la production agricole, on est à 85%. Les 4% qui restent, c'est de l'industrie agricole. Donc, on ne rationalise pas la consommation des eaux dans l'agriculture, dans l'industrie. 15%, c'est nous, c'est les citoyennes et citoyens. Mais on peut agir même sur les 15%. À date d'aujourd'hui, je ne vois pas de campagne, je ne vois pas d'affiches publicitaires, je ne vois pas de capsules sur les réseaux sociaux de la part du gouvernement pour sensibiliser sur la situation critique de l'eau. C'est urgent, il faut le faire. J'ai vu par exemple au niveau de la commune de Casablanca mettre quelques affichages digitaux pour commencer à sensibiliser, mais c'est très peu. Il faut que ça soit porté par le gouvernement, des actions de sensibilisation à travers une politique de communication qui est claire et qui donne de la conscientisation et qui remet la consommation de l'eau en question. C'est très important de mener ça. Et puis, si on veut revenir aux problématiques majeures qui nous ont amenés à cette situation hydrique, les plantations, l'utilisation de l'eau abusive dans tout ce qui est avocat, dans tout ce qui est pastèque. Les choix agricoles. Pour moi, parce que j'ai vu dernièrement l'intervention du ministre de l'Agriculture où il avançait à ce que ces cultures n'ont pas causé cette situation. Ben, absolument pas. La majorité des experts et des analystes en la matière affirment que parmi les raisons du stress hydrique, l'utilisation abusive des eaux au niveau des grandes fermes, au niveau des grands agriculteurs, où ils utilisaient de manière très excessive l'eau dans l'avocat, dans les pastèques. Et aussi non contrôlable parce que aussi. Quand c'est des puits et quand ils pompent dans la nappe phréatique et quand ils vont en utilisant de l'énergie solaire, absolument. On ne sait pas, on ne peut pas comptabiliser, on ne sait pas combien ils pompent. Utilisation abusive de l'eau pour faire de l'export de produits. L'énergie, les bonbons de gaz qui sont subventionnés pour l'usage domestique, mais qu'ils utilisent justement pour pomper de l'eau aussi. Absolument, tout à fait. Et aussi, il ne faut pas qu'on oublie le point de l'arrosage. Dans pas mal de villes et de régions, à date d'aujourd'hui, on continue d'arroser avec de l'eau potable. Il faut mettre des warnings. C'est vrai, quand on voit les grandes villes, Rabat, Casablanca, donc on sait que c'est de l'eau qui est recyclée, qui est réutilisée, et c'est avec lequel on fait de l'arrosage. Mais il faut aller beaucoup plus loin, il faut durcir les contrôles,
Où est le rôle de la police de l'eau? Il faut qu'elle soit plus active pour On a faire des beaucoup contrôles. entendu parler de cette police de l'eau, mais on ne connaît pas qu'est-ce que sont Tout à ses fait, prérogatives. ses rôles, ses prérogatives. Est-ce qu'elle peut sanctionner? Absolument. Oui. Donc ça, c'est très important. Et puis aussi, la plantation des palmiers. Les palmiers consomment énormément d'eau. C'est vrai. Et donc, il faut rationaliser, il faut mettre là où il faut mettre. Il ne faut pas planter partout, dans des déserts, dans des zones où il y a des niveaux de température qui sont très élevés, parce que ça demande beaucoup de consommation d'eau. Même par rapport à l'eau recyclée aujourd'hui aussi, il faut bien évidemment économiser son utilisation. Bien sûr. Parce que c'est une eau qui va servir à beaucoup de choses et que même si c'est une eau qui est non potable, mais il faut la rationaliser. Comment est-ce qu'on peut être à ce stade dans le déni et dire que les cultures d'avocats ou l'exportation de tomates ou de pastèques ne sont pas responsables? Parce que quand on exporte de la pastèque, on n'exporte pas de la pastèque. On exporte de l'eau. C'est de l'exportation de l'eau. On exporte de l'eau directement. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut être dans le déni et dire que ça n'a pas, les choix agricoles n'ont pas, en tout cas, précipité ou aggravé, on aurait pu limiter. De toute façon, l'explication qui a été donnée par le gouvernement, c'est pour assurer un certain équilibre en termes de balance commerciale, en termes d'économie aussi, et que ces agriculteurs, ils ont besoin de faire ces opérations pour assurer bien évidemment des revenus en devises. Mais la question à se poser, est-ce qu'ils pouvaient faire ça avec d'autres produits de substitution qui consomment moins d'eau? Tout simplement, personne un jour n'est venu dire qu'il faut arrêter d'arroser ce genre de culture qui consomme énormément d'eau au lieu d'aller vers d'autres primeurs, vers d'autres légumes qui sont demandés à travers le monde et qui consomment bien nos ressources hydriques. Il faut des conversions. Il y a autre chose, c'est que l'économie rurale, elle reste prépondérante de l'activité agricole, avec près de 80%, avec le cheptel, c'est le principal pourvoyeur dans les zones rurales d'emploi. Et c'est un secteur qui est très volatile, avec beaucoup de précarité, l'impact de la sécheresse. Est-ce que la solution ne serait pas aussi dans la recherche d'autres activités dans le monde rural, à côté de l'agriculture? Absolument. Parce qu'on a toujours raisonné le monde rural, agriculture, mais on peut imaginer d'autres sources de revenus. Absolument. Et l'impact, il est énorme. Quand on voit le solde de destruction de postes cette année, moins 186 000, il est causé essentiellement par la destruction de postes qui est liée au milieu rural, en l'occurrence l'activité agricole qui est liée aux précipitations. Et vu qu'on est sur une sécheresse qui est devenue structurelle les 2 dernières années, les chiffres aujourd'hui sont devenus catastrophiques parce que l'impact de l'emploi rural, il est très significatif sur l'emploi national. Effectivement, quand on regarde le monde rural, pour nous, c'est de l'activité agricole pure et parfaite. Exactement. Je pense que c'est le moment. Le Maroc, il a d'autres ressources naturelles très importantes, comme l'éolien, comme le solaire. Et je pense qu'il faut aller développer beaucoup plus des projets verts, des projets de développement durable qui ne sont pas basés que sur l'agriculture, en l'occurrence sur les précipitations. Absolument. Oui, diversifiés. Alors quand on voit, il y a des chiffres là, dans l'étude de l'IRES, qui date de 2014, et on sait que de 2014 à aujourd'hui, la situation s'est beaucoup dégradée, ça fait 10 ans, et déjà en 2014, 79,4%, donc presque 80% des pauvres et des personnes vulnérables étaient en milieu rural. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, ce taux a dû grimper. Absolument, parce que c'est des chiffres quand même qui sont qui anciens. Datent, ils ont Absolument. 10 ans. Moi, je dirais qu'on est sur 90%. Quand on voit le milieu rural, moi, j'essaie un petit peu d'être en contact avec certains agriculteurs de la région de l'Oriental, du Sud, etc. Ils se plaignent tous, ils sont en situation très difficile, surtout cette année, avec le manque de précipitations. Ils réfléchissent tous ensemble à quitter le milieu rural. Et ça, c'est très inquiétant pour l'économie marocaine, pour la production agricole, au moment où on parle de sécurité alimentaire, on parle d'autosatisfaction, et je pense que ça, c'est lié aux politiques publiques qu'on devrait refondre, revoir en urgence, parce qu'on ne peut pas laisser ces gens se livrer à eux-mêmes devant une situation qui va perdurer pendant les années à venir. Pour qu'on vous parliez, M. Garaoui Filali, de la gestion de l'eau, de sa rationalisation, il y a des phénomènes qui choquent. Je donne un exemple, vous avez parlé de la réutilisation des eaux usées. Comment on peut aujourd'hui, dans la situation que nous vivons, continuer à utiliser de l'eau potable
dans l'assainissement, dans les chasses d'eau, par exemple, Absolument. pour les toilettes. Moi, aujourd'hui, on doit avoir ce réflexe à chaque fois parce qu'on n'a pas le choix. Parce que j'imagine qu'il faut une infrastructure Absolument. pour avoir Des réinstallations pour que les chasses d'eau, dans les toilettes qui vont dans les égouts, n'utilisent pas de l'eau potable. Ça ne peut pas être de l'eau potable, alors qu'il y a des régions qui meurent de soif, qui ne trouvent pas. Absolument. Récemment, à Stade, il y avait des coupures d'eau. Et les gens n'avaient plus d'eau potable. À un certain moment, on leur a dépêché des citernes mobiles pour leur fournir de l'eau. Est-ce qu'il ne faut pas se concentrer, parce que si on mesure combien d'eau potable est gaspillée chaque jour, dans chaque ménage, dans les chasses d'eau? Tout à fait. Si on va compter, ça va être un chiffre qui est important au niveau de la consommation domestique. Mais vu d'ensemble, au niveau de la consommation nationale, parce que toute la consommation domestique, vu qu'elle ne représente que 11% environ, ça n'aura pas d'impact sur le plan national. Mais ça n'empêche, c'est important, parce que c'est une nouvelle culture à inculquer qui est de modérer la consommation d'eau, et ça commence par nous. Les pays asiatiques, ils ont déjà mis en place ça. Il n'y a pas d'eau potable dans les saches, c'est des eaux qui sont réutilisées, mais par conséquent, ils vont faire des réinstallations. Exactement. Qui dit réinstallation, dit investissement, qui dit investissement, dit budget, et on connaît les ressources de l'État aujourd'hui. La sensibilisation, c'est ça, parce que les gens, maintenant, quand ils appuient sur la chasse d'eau, ils doivent culpabiliser, pas culpabiliser dans le mauvais sens, mais prendre conscience que c'est... Mais par conséquent, je viens de voir une idée en tête, et je pense que c'est ça quand on a une vision, quand on a des politiques publiques qui sont intégrées à travers un plan d'action. Normalement, pour les nouveaux promoteurs immobiliers, ça doit être exigé au niveau des cahiers de charges. Donc, quand on installe... Exactement, l'installation de chasse d'eau, j'ai réussi à le dire, qui vont être branchées à des citernes, par exemple, souterraines, qui seront dédiées purement aux eaux recyclées, aux eaux réutilisées. Pour les régies de gestion déléguées d'eau et tout ça, pour les ménages qui passent dans des tranches supérieures, il y aura, est-ce que vous trouvez que c'est une solution, ils seront sanctionnés par des coûts, non pas que c'est déjà le cas parce qu'on dépasse des tranches, on paye pour les autres, mais des coupures d'eau, quand on dépasse une tranche. Moi, je pense que si on ne fait rien, on va arriver à cela par la force des choses. À un certain moment, on aura des débits qui sont très bas, et surtout les gens qui sont dans des résidences au 3e ou 4e étage, donc le niveau d'eau débit sera très faible, parce que plus vous remontez en étage, plus l'eau ne va pas arriver. Ça il faut le signaler. Et puis, je pense que les opérateurs concernés, moi j'avais parlé récemment à un responsable au niveau d'un opérateur d'eau ici à Casablanca, pour ne pas faire de publicité. Il m'a dit que la situation est très grave et qu'ils sont en train de mobiliser toutes les forces vives pour qu'il n'y ait pas de coupure au niveau de la grande ville de Casablanca, qui est la capitale économique de notre pays. Mais la situation elle est très critique. Donc, ils ne cessent de gérer, ils ne cessent de surveiller et de voir comment ils vont mobiliser de l'eau. Avec l'approche de l'été, ça va encore s'aggraver. Il y aurait beaucoup de pression l'été prochain si on n'aura pas d'autres précipitations. Et malheureusement, quand on voit les dernières précipitations, vu le dérèglement climatique, c'est des millimètres qui sont éparpillés et qui ne permettent d'améliorer la situation en barrage que de 1 ou 2%. Absolument. Donc vraiment, la situation elle est très critique et nous interpelle tous, professionnels, grands agriculteurs, citoyennes. On n'est pas assez, on sait que la situation est grave, mais est-ce qu'on en est conscient? Est-ce qu'on peut prendre ses responsabilités? Pas assez. Justement, c'est le constat, pas assez. Espérons que les mentalités vont changer. Espérons aussi que les politiques publiques vont être beaucoup plus ciblées sur cette rationalisation, parce que c'est vital. J'ai une dernière information pour finir rapidement. À Rabat, il y a une nouvelle mesure qui vient d'être mise en place pour les gens qui ont des commerces de lavage de voitures. Aujourd'hui, on a mis à leur disposition une citerne environ qui mobilise 500 litres d'eau. Ils prennent une carte rechargeable à 1500 dirhams. Ils partent acheter une eau recyclée, environ 2 mètres cubes, pour remplir la petite citerne de 500 litres. Ça veut dire 4 recharges. Avec les 4 recharges, ils lavent les voitures. Une fois ils accomplissent la carte de 2 mètres cubes, ils doivent la recharger avec 1500 dirhams. Ça, parce que quand vous payez plus,
vous connaissez le coût de Mais l'eau. bien sûr. Vous êtes plus sensibilisé, vous êtes obligé à faire de On l'économie. peut penser que c'est insignifiant, mais il n'y a pas de petites économies. Absolument. comme ça C'est les qu'on peut petites y arriver. économies qui vont former la grande économie. Merci beaucoup, Youssef Garaoui Filali, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Merci, monsieur. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ensuite, des programmes sur Média TV. Très belle soirée.